Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on fait un véritable bond dans le temps pour assister à une masterclass absolue sur la construction du pouvoir. On va voir ensemble comment les anciens rois ont façonné leur héritage éternel, non pas avec des mots jetés au vent, mais en les gravant littéralement dans la roche de notre planète. C'est un plongeon fascinant au cœur de la toute première campagne de relations publiques à l'échelle mondiale. Alors voici la grande question. Que se passe-t-il quand un empire tombe en poussière? Quand les armées finissent par être vaincues, que les palais s'effondrent, que reste-t-il vraiment de ce pouvoir? Comment un souverain, qui se considère ni plus ni moins comme l'élu des dieux, peut-il s'assurer de vaincre le temps lui-même? Eh bien, la réponse se trouve dans un mélange complètement spectaculaire entre une architecture titanesque et un langage codé. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec la forteresse de Vannes, magnifiquement capturée sur cette lithographie du 19e siècle. Regardons un peu cette échelle vertigineuse. C'est une citadelle qui a l'air presque organique, perchée sur ce rocher abrupt qui défie littéralement la gravité. Il y a une atmosphère hyper mystérieuse qui s'en dégage. Et même si elle semble perdue entre ciel et terre, cette forteresse lointaine va s'avérer être une pièce absolument centrale du puzzle impérial qu'on essaie de reconstituer aujourd'hui. Passons maintenant à notre première grande étape, l'exploration de l'ancienne Persépolis. On se retrouve face aux ruines grandioses de Persépolis. Aujourd'hui, bien sûr, on ne voit qu'un paysage balayé pour les vents, avec ses colonnes brisées, ses fondations en pierre. Mais essayons d'imaginer un instant. À son apogée, c'était tout simplement la capitale la plus riche et la plus éblouissante du monde perse antique. L'architecture y était volontairement démesurée. Chaque escalier, chaque terrasse, chaque pilier était conçu dans un seul but, faire ressentir la puissance écrasante du souverain à quiconque osait y mettre les pieds. Et pour bien saisir l'ampleur du truc, il faut faire un petit rappel historique. L'Empire achéménide, fondé par Cyrus le Grand, ce n'était pas un petit royaume de province. C'était carrément le premier véritable empire mondial qui s'étirait des Balkans jusqu'à la vallée de l'Indus. Gérer autant de peuples, de langues et de cultures différentes, ça demandait bien plus qu'une simple armée. Il fallait une stratégie de communication en béton armé, unifiée et surtout visible partout. Une stratégie qui commençait d'ailleurs dès la porte d'entrée. Regardez cette structure, la colossale porte de toutes les nations. Les visiteurs étrangers, comme les ambassadeurs qui venaient payer leur tribut, devaient obligatoirement passer entre ces immenses taureaux ailés à tête humaine, les fameux lamassous. Zéro subtilité ici. Ces créatures mythiques géantes étaient là pour intimider, pour susciter l'effroi et l'admiration. Le message architectural était limpide. Franchir ces portes, c'était entrer sur le territoire d'un roi qui commande, même au surnaturel. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le fameux code en forme de coin. Alors, ce qui est vraiment dingue ici, c'est la façon dont le texte et l'image ne font plus qu'un. On remarque tout de suite que ce bloc de texte n'est pas caché dans un coin obscur ou sur une simple tablette qu'on pourrait perdre. Non, il est encastré bien en évidence, juste au-dessus de la créature mythique. C'est comme une marque de propriété ineffaçable. Le roi vient littéralement plaquer sa parole royale par-dessus ces figures protectrices très anciennes. Et ce texte, il est écrit en cunéiforme. C'est ce système d'écriture fascinant avec ces petites marques géométriques en forme de clous ou de coins. Souvent à l'époque, on l'imprimait dans l'argile fraîche avec un roseau, mais là, on l'a méticuleusement taillé dans la pierre dure. C'était le principal moyen de diffusion officiel en Orient. En gros, l'outil parfait pour ancrer la propagande royale de manière totalement indélébile. D'ailleurs, le choix de l'emplacement de ces textes relevait du pur génie en termes de relations publiques. Sur ces relevés du 19e siècle, on voit très bien les panneaux d'inscription complexes disposés le long des grands escaliers, juste à côté de l'image ultra symbolique du lion attaquant le taureau. Ce n'étaient pas de vieilles archives poussiéreuses, ces textes agissaient comme de véritables panneaux d'affichage antique. Quiconque gravissait ces marches se prenait en pleine figure les déclarations retentissantes du roi. Plongeons justement dans ces textes avec notre troisième partie, les mots du grand roi. Ce document précis, c'est le pont magique entre l'Antiquité et nous. Au XIXe siècle, des érudits brillants ont travaillé comme des acharnés pour déchiffrer ce vieux code cunéiforme perse, pour ensuite le traduire en latin. Sans ce genre de document, ces monarques resteraient à jamais silencieux. Mais grâce à ce travail titanesque, on a pu leur redonner la parole et découvrir un discours politique franchement fascinant. Et écoutez un peu le niveau de majesté. Le texte s'exclame « Je suis Xerxès, le grand roi, le roi des rois, le roi des provinces aux multiples peuples. » Aucune modestie, aucune pincette diplomatique, on est face à l'ego pur d'un homme au sommet du monde. Ces phrases d'ouverture, c'était un peu le modèle standard de l'époque, répétées en boucle sur presque toutes les inscriptions pour écraser immédiatement le lecteur sous le poids absolu de l'autorité royale.
Le truc clé à comprendre ici, c'est vraiment cette accumulation stratégique de titres. Ce n'est pas juste une liste pour se vanter, c'est un véritable CV divin taillé sur mesure. En se proclamant roi des rois ou roi de diverses provinces, il affirme clairement sa domination terrestre et géopolitique. Mais en rajoutant qu'il est fils de Darius et désigné par le grand dieu Horamazdas, il verrouille son pouvoir de tous les côtés. Dynastie plus droit divin, la boucle est bouclée. S'opposer au roi, c'était s'opposer à l'univers tout entier. Et ce texte majestueux prend tout son sens quand on le met en parallèle avec l'art visuel. Regardez ces reliefs où l'on voit le roi imposant, marchant sereinement sous une ombrelle tenue par ses serviteurs. Il dégage une confiance absolue, un calme totalement souverain. Et tout autour de cette scène, le texte cunéiforme vient encadrer l'image. L'image valide le texte, et le texte explique l'image. On est sur une campagne de communication multimodale qui est incroyablement moderne. Explorons à présent les monuments situés bien au-delà de la capitale. Ce qui nous ramène directement à l'image captivante du début. La forteresse de Van, dans l'actuelle Turquie, se trouvait à des centaines de kilomètres des fastes de Persépolis. Et pourtant, même ici, sous l'ombre de ces montagnes abruptes, la marque de fabrique achéménide a été imposée. C'est la preuve incroyable que la volonté royale s'exportait très loin des centres de pouvoir, jusque dans les provinces les plus reculées. Regardez l'inscription Vanensis, perchée sur cette paroi rocheuse qui a l'air totalement inaccessible. Imaginons une seconde le cauchemar logistique que ça a dû être. Des artisans, littéralement suspendus dans le vide, en train de graver ces énormes textes multilingues à même la falaise. L'objectif, ce n'était évidemment pas que les bergers locaux puissent bouquiner le vieux perse. Non, c'était que cette empreinte gigantesque soit visible par tous, comme un rappel constant de qui était le véritable maître. Mais cette propagande se déclinait aussi en format de poche, si l'on peut dire. Prenez le fameux vase en albâtre du comte de Calus. Ce petit objet de luxe est fascinant parce qu'il porte le nom du roi de Perse en cunéiforme, mais aussi en hiéroglyphe égyptien. C'est la preuve d'une volonté très claire d'infiltrer les réseaux commerciaux internationaux. Le pouvoir ne restait pas bêtement figé sur des montagnes, il s'invitait directement sur les tables de l'élite étrangère. Et ça, c'est l'illustration parfaite d'une identité de marque standardisée. D'un côté, on a ce bas-relief colossal sur les murs d'un immense palais, et de l'autre, on retrouve exactement le même motif gravé avec précision sur ce petit vase en albâtre. Dans les deux cas, on voit la figure royale abattant paisiblement une bête féroce. Que ce soit sur une montagne d'Anatolie, dans un palais perse ou sur un vase en Égypte, le message héroïque est un véritable copier-coller, une cohérence absolue. Et enfin, terminons sur notre dernière partie, l'héritage de la pierre. Observez ces immenses panneaux taillés à même le granit sur les flancs de la montagne allemande. Plutôt que de miser sur l'argile, le papyrus ou même l'or, ces rois ont parié sur l'éternité en choisissant la pierre brute. Ils n'étaient pas dupes, ils savaient bien que les palais finiraient par brûler et que leurs trésors seraient pillés. Mais raser une montagne entière, ça demande un effort colossal que le temps seul ne peut pas accomplir. Ils ont tout simplement choisi le support le plus indestructible de la planète. Et c'est là qu'est tout le génie de cette incroyable machine de propagande. Le système achéménide était calculé, omniprésent et surtout conçu pour durer éternellement. En fusionnant l'art, l'architecture, les mythes et le langage, ces grands rois se sont fabriqués une immortalité sur mesure. Leurs empires politiques ont beau avoir été balayés plus tard par des conquérants comme Alexandre le Grand, leur voix, elle, résonne encore bien après la chute de leurs armées. Ce qui nous amène à une petite réflexion pour conclure ce décryptage. Aujourd'hui, on génère plus de données en une fraction de seconde que toute l'Antiquité réunie en un siècle. Mais presque toute notre histoire repose sur de minuscules serveurs ultra fragiles. Si demain un grand cataclysme balayait ce nuage numérique, quels immenses monuments en pierre ou en acier resteraient pour dire aux futures civilisations qui nous étions ? En s'armant de simples burins pour sculpter des montagnes, les rois perses ont peut-être beaucoup mieux assuré leurs arrières que nous ne le ferons jamais avec nos empires de données. Voilà de quoi nous laisser bien songeurs face à ces fantastiques vestiges du passé.